J'ai toujours fait confiance à ma mère et à ma sœur avec ma fille, Amélie. Quand elles ont proposé de l'emmener au centre commercial des 4 temps à La Défense pour un après-midi de plaisir, je n'ai pas hésité une seconde. Ça me faisait plaisir de les voir créer ce lien, et Amélie était tellement excitée, serrant son petit sac à main et portant sa robe jaune préférée, celle avec les petits tournesols que nous avions achetés ensemble au marché de Neuilly. J'ai embrassé son front, leur ai fait signe de la main en guise d'au revoir, et je les ai regardés s'éloigner dans la Peugeot grise de ma mère, sans jamais imaginer le cauchemar qui allait bientôt se dérouler. Les heures ont passé plus lentement que d'habitude. Je me suis distraite avec les tâches ménagères, rangeant l'appartement, préparant un gratin dauphinois qu'Amélie adorait, vérifiant mon téléphone de temps en temps. Pas de message, pas d'appel. Vers l'heure du dîner, j'ai envoyé un SMS à ma sœur, Sylvie, lui demandant si elles étaient en route. Elle m'a répondu avec désinvolture, on donne juste une petite leçon de vie à Amélie. Elle sera bientôt de retour. Quelque chose dans ce message m'a tordu l'estomac, mais j'ai essayé de ne pas y penser. Je me disais que peut-être, elle lui apprenait à être patiente, ou comment se comporter dans un lieu public. Ma mère avait toujours eu des méthodes d'éducation un peu strictes, mais jamais rien d'inquiétant. Je me suis versé un verre de vin rouge, celui que Laurent m'avait offert avant notre séparation. Depuis notre divorce, j'élevais Amélie seule, et parfois, je doutais de mes capacités. Ma mère ne manquait jamais une occasion de me le rappeler, me disant que j'étais trop indulgente, trop protectrice. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris en teintes d'orange et de rose. J'ai essayé d'appeler ma sœur, puis ma mère. Aucune réponse. L'inquiétude grandissait en moi comme une vague, me submergeant peu à peu. J'ai fait les 100 pas dans notre petit appartement de Courbevoie, regardant par la fenêtre, espérant voir leur voiture se garer. Les lumières des immeubles voisins s'allumaient une à une, et chaque minute qui passait intensifiait mon angoisse. Ce n'est que lorsque la nuit est tombée, quand elles sont revenues sans Amélie, que la panique m'a saisie. Leur visage était beaucoup trop calme. Ma mère a haussé les épaules et a dit, « Ne t'inquiète pas, Claire. Elle va se débrouiller. C'est bon pour elle. » Ma sœur a ri, ajoutant, « On a joué à un jeu de cache-cache éducatif. Elle doit apprendre l'indépendance. Tu la couves trop. » Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas une leçon. C'était un abandon. Je les ai dévisagées, incrédules, cherchant une trace de plaisanterie dans leurs yeux. Mais non, elles étaient sérieuses. « Vous avez laissé ma fille, une enfant de 6 ans, toute seule dans un centre commercial bondé ?» Ma voix tremblait, oscillant entre la colère et la terreur. « Mais vous êtes folle. » « Ne dramatise pas, » a dit ma mère, s'installant sur mon canapé comme si de rien n'était. À son âge, je me débrouillais déjà toute seule. Les enfants d'aujourd'hui sont trop protégés. C'est pour son bien. Je me suis précipitée vers la porte, attrapant mes clés et mon téléphone. « Si quelque chose lui arrive, je ne vous le pardonnerai jamais, » ai-je crié, les larmes aux yeux. « Jamais. » La porte a claqué derrière moi avec force, et j'ai couru vers ma voiture, le cœur battant à tout rompre, priant pour qu'Amélie soit saine et sauve, perdue mais pas en danger. Pendant le trajet, j'imaginais ma petite fille, seule dans cet immense centre commercial, effrayée, appelant sa maman. Comment avait-elle pu faire une chose pareille? Comment avais-je pu leur faire confiance? Des questions qui tourmentaient mon esprit tandis que je fonçais à travers les rues de la banlieue parisienne, ignorant les limitations de vitesse, une seule pensée en tête, retrouver mon enfant. Je me suis garée n'importe comment sur le parking des 4 temps, laissant ma Renault Clio à cheval sur 2 places. En temps normal, j'aurais été gênée, mais à cet instant, je n'en avais rien à faire. Je me suis précipitée vers les entrées illuminées du centre commercial, le souffle court, le cœur battant contre ma cage thoracique comme un animal en cage. « L'Amélie !» J'ai crié son nom dès que j'ai franchi les portes automatiques. Quelques clients attardés se sont retournés, surpris par mon cri désespéré. « L'Amélie !» Maman est là. Ma voix résonnait dans les allées du centre qui se vidaient lentement en cette fin de soirée. J'ai couru d'un magasin à l'autre, demandant aux vendeurs s'ils avaient vu une petite fille aux cheveux châtains, avec une robe jaune. La plupart secouaient la tête avec compassion, d'autres promettaient de garder l'œil ouvert.
Une vendeuse de la boutique Petit Bateau m'a prise en pitié et m'a accompagnée jusqu'au bureau de sécurité, situé au sous-sol du centre. « Madame, calmez-vous », m'a dit un agent de sécurité d'une quarantaine d'années, avec un accent du sud-ouest. « Comment s'appelle votre fille ?»« Amélie. Amélie Rousseau. »« Elle a 6 ans », ai-je répondu, les mains tremblantes en lui montrant la photo la plus récente sur mon téléphone. Une photo prise lors de notre dernier week-end à Deauville, Amélie souriante sur la plage, ses yeux bleus pétillants de joie. Elle porte une robe jaune avec des tournesols. Ma mère et ma sœur l'ont abandonnée ici, pour lui donner une leçon, point. Ma voix s'est brisée sur ce dernier mot. Le visage de l'agent s'est assombri. Elles l'ont abandonnée volontairement ? Depuis combien de temps ? Je ne sais pas exactement. Elles sont parties vers 14 heures. Il est presque 21 heures maintenant. La réalité de ces 7 heures d'absence m'a frappé comme un coup de poing. L'agent a immédiatement pris les choses en main, contactant tous ses collègues par radio. Un avis de recherche a été diffusé dans tout le centre commercial, avec la description d'Amélie. 2 agents sont partis visionner les caméras de surveillance, tandis qu'un autre appelait la police. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. J'ai demandé à participer aux recherches, incapable de rester assise à attendre. Accompagné d'un jeune agent nommé Karim, j'ai parcouru méthodiquement chaque étage, chaque recoin du centre, appelant ma fille, scrutant chaque visage d'enfant que nous croisions, le cœur bondissant à chaque silhouette qui ressemblait de loin à la sienne. La police est arrivée rapidement. 2 officiers en uniforme ont pris ma déposition pendant que d'autres se déployaient dans le centre. Les questions pleuvaient, descriptions détaillées, vêtements, comportements habituels, problèmes de santé éventuels. J'ai tout dit, tout répété, comme un automate, la gorge serrée par l'angoisse. Et vous ? Dites que c'est votre propre mère et votre sœur qui ont délibérément abandonné votre enfant, a demandé l'officier Moreau, une femme aux traits tirés. L'incrédulité dans sa voix faisait écho à la mienne. Oui, ai-je répondu, les larmes coulant librement sur mes joues. Pour lui donner une leçon d'indépendance. Elles sont chez moi en ce moment, elles attendent qu'Amélie rentre toute seule. L'officier a échangé un regard avec son collègue. Nous allons envoyer une patrouille à votre domicile pour les interroger. Minuit approchait, et toujours aucune trace d'Amélie. Le centre commercial avait été fouillé de fond en comble, les enregistrements des caméras visionnés. On l'avait vue pour la dernière fois vers 16h30, près de la fontaine centrale, l'air perdu, cherchant visiblement quelqu'un du regard. Puis elle avait disparu de la zone couverte par les caméras. À 3 heures du matin, ils ont fait venir des chiens renifleurs. J'ai fourni un vêtement d'Amélie, son pyjama préféré avec des petits lapins dessus. Le centre commercial était bouclé, et une recherche à grande échelle a commencé. Je suis restée assise sur un banc métallique froid, engourdi, fixant les portes d'entrée comme si, par miracle, elle pouvait réapparaître, souriante, en sécurité. Les heures défilaient, et l'espoir s'amenuisait. Les policiers parlaient doucement entre eux, jetant des regards compatissants dans ma direction. J'ai entendu des bribes de conversation, pourraient être sorties. La nuit dehors. Tellement de dangers. Au petit matin, l'affaire a pris une nouvelle dimension. Un commandant de police est arrivé, accompagné d'une psychologue et d'un procureur. Le visage grave, il m'a annoncé qu'une alerte enlèvement allait être déclenchée. Madame Rousseau, nous mettons tous les moyens en œuvre pour retrouver votre fille, m'a-t-il assuré, une main sur mon épaule. Mais nous devons envisager toutes les possibilités. Ces mots ont résonné en moi comme un glas. Toutes les possibilités. Y compris les pires. Mon esprit refusait d'y penser, se raccrochant désespérément à l'espoir, mais une partie de moi savait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Que chaque seconde qui passait éloignait Amélie un peu plus de moi, la plongeant dans un monde d'inconnu et de danger. Je suis restée là, assise dans ce bureau de sécurité transformé en centre de crise, entourée d'étrangers bien intentionnés, plus seule que je ne l'avais jamais été. Le soleil se levait sur Paris, indifférent à mon drame, illuminant un nouveau jour que j'aurais préféré ne jamais voir. Lorsqu'ils ont finalement interrogé ma mère et ma sœur, j'espérais des remords, des excuses, une explication. À la place, elles ont persisté dans leur logique cruelle.
Je les observais depuis l'autre côté du miroir sans teint du commissariat de Courbevoie, incapable de croire ce que j'entendais. Si elle est perdue, c'est sa faute, a déclaré froidement ma mère face à l'inspecteur Lambert. Élégante même dans cette situation, Jeanne Rousseau, 65 ans, ancienne directrice d'école, arrangeait son foulard Hermès avec des gestes précis. Les enfants d'aujourd'hui sont incapables de se débrouiller seuls. À son âge, je traversais déjà tout Bordeaux toute seule. Ma sœur, Sylvie, a renchéri, Claire la surprotège. Elle doit apprendre à survivre dans ce monde. Ce n'est pas en la couvant qu'elle deviendra autonome. Son ton détaché me donnait envie de hurler. Le commissaire Lefort, un homme massif aux tempes grisonnantes, les regardait avec un dégoût à peine dissimulé. Vous réalisez qu'Amélie n'a que 6 ans? Qu'elle pourrait être en danger de mort à l'heure qu'il est? Ma mère a eu un geste dédaigneux de la main. Vous dramatisez. Elle va bien, j'en suis certaine. Elle est intelligente, ma petite fille. Comment pouvez-vous en être si sûre, Madame Rousseau, a demandé l'inspectrice Benoît, une femme fine aux yeux perçants. Avez-vous la moindre idée de ce qui peut arriver à une enfant seule dans une grande ville comme Paris? De mon temps, les enfants n'étaient pas des petites choses fragiles qu'on surprotège, a répliqué ma mère, imperturbable. J'ai dû sortir de la salle d'observation, incapable d'en supporter davantage. Dans le couloir, j'ai croisé l'assistante sociale, Madame Touré, qui m'a serré brièvement dans ses bras. Courage, Madame Rousseau. Nous faisons tout notre possible. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment ma propre mère, celle qui m'avait élevée, celle qui aimait tant Amélie, pouvait-elle être si froide, si détachée? Avait-elle toujours été ainsi, et étais-je passé à côté de signes que j'aurais dû voir? Je repensais à mon enfance, cherchant des indices, des moments de cruauté similaires que j'aurais oubliés ou refoulés. Il y avait bien cette fois où, à 8 ans, elle m'avait laissé rentrer seule de l'école sous la pluie, pour m'apprendre à être prévoyante et à prendre un parapluie. Ou cette journée au marché de Noël de Strasbourg, où elle m'avait perdu volontairement pendant 1 heure pour que j'apprenne à mémoriser les points de rendez-vous. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse faire subir pire à ma fille. La porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte, et ma mère et ma sœur en sont sorties, encadrées par 2 policiers. Elles ont été placées en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et abandon d'enfants. En me voyant, ma mère a eu le culot de lever les yeux au ciel. Tu as toujours été trop sensible, Claire. Quelque chose s'est brisé en moi. Toute la peur, l'angoisse, l'épuisement des dernières heures ont explosé en une rage que je ne me connaissais pas. Comment as-tu pu, ai-je hurlé, me précipitant vers elle, retenue de justesse par Madame Touré. C'est ta petite fille. Comment as-tu pu l'abandonner comme ça? Pour son bien, a-t-elle répondu, impassible. Un jour, tu me remercieras. Te remercier? Te remercier? Ma voix résonnait dans tout le commissariat. Si quelque chose lui arrive, je te tiendrai personnellement responsable. Tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus rien pour moi. Le commissaire m'a entraîné dans son bureau, m'offrant un verre d'eau et quelques minutes pour me calmer. Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin que vous restiez lucide, m'a-t-il dit doucement. Pour Amélie. Pour Amélie. Oui, tout ce que je faisais maintenant, je le faisais pour elle. Pour la retrouver, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Même si je n'en étais plus certaine moi-même. Le médecin de la police m'a prescrit un léger tranquillisant, que j'ai refusé. Je voulais garder l'esprit clair. À la place, j'ai accepté un café fort et amer du distributeur, et j'ai rejoint l'équipe qui coordonnait les recherches. La famille est censée protéger, nourrir, soutenir. Pourtant, les personnes même que je croyais être le bouclier de ma fille l'avaient jetée au loup. La réalité était trop lourde à porter. Je sentais mon monde s'effondrer, brique par brique, sous le poids de leur trahison. Le téléphone de la salle de crise a sonné, faisant sursauter tout le monde. Un agent a décroché, écouté, puis m'a regardé avec une expression indéchiffrable. On a retrouvé un témoin, a-t-il dit. Un SDF qui était près des poubelles derrière le centre commercial hier soir. Il dit avoir vu une petite fille correspondant à la description d'Amélie. Mon cœur s'est emballé, l'espoir renaissant comme une flamme fragile.
Qu'a-t-il vu exactement? L'agent a hésité. Il dit qu'elle n'était pas seule, madame. Il y avait un homme avec elle. Il montait dans une camionnette blanche. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Une camionnette blanche. Un homme inconnu. Les pires scénarios que j'avais tenté de repousser au fond de mon esprit se sont imposés avec une clarté terrifiante. Le cauchemar prenait une nouvelle dimension, plus sombre encore. Nous allons retrouver cette camionnette, a promis le commissaire Lefort, saisissant déjà son téléphone pour alerter toutes les patrouilles de la région parisienne. Ne perdez pas espoir, Madame Rousseau. Mais l'espoir s'effritait déjà, remplacé par une terreur sourde. Quelque part dans Paris, ou peut-être déjà loin, ma petite Amélie était avec un inconnu. Et tout cela à cause de deux femmes que j'avais aimées et en qui j'avais eu confiance toute ma vie. La trahison me brûlait comme de l'acide, corrodant tout ce en quoi j'avais cru jusqu'alors. Les recherches s'étendirent bien au-delà du centre commercial. Des affiches avec le visage d'Amélie furent placardées dans tout Paris et sa banlieue, des volontaires affluèrent par centaines, les chaînes de télévision diffusèrent son portrait lors des journaux télévisés. Chaque sonnerie de mon téléphone faisait bondir mon cœur d'espoir, espérant que ce serait enfin la bonne nouvelle. Mais ce n'était jamais le cas. Le commissaire Lefort avait établi un poste de commandement dans un bureau de la mairie de Courbevoie. Des cartes de la région étaient épinglées au mur, avec des zones marquées en rouge, en vert, en bleu des secteurs déjà fouillés, d'autres en cours d'investigation, d'autres encore en attente. La camionnette blanche était devenue la priorité numéro 1, mais dans une ville comme Paris, combien de véhicules correspondaient à cette description? Des milliers. Madame Rousseau, vous devriez rentrer vous reposer, me suggéra l'inspectrice Benoît au matin du deuxième jour. Son visage trahissait sa propre fatigue, mais elle tenait bon, comme tous ses agents mobilisés pour Amélie. Je ne peux pas, répondis-je simplement. L'idée même de fermer les yeux me semblait obscène. Comment pourrais-je dormir alors que ma fille était quelque part, perdue, effrayée, peut-être blessée? Marc, mon ex-mari, était arrivé de Marseille où il vivait désormais avec sa nouvelle famille. Sa présence m'apportait un soutien inattendu, lui qui avait été si absent ces dernières années. Il avait pris en charge la coordination des bénévoles, organisant des équipes qui sillonnaient parcs, bois et terrains vagues des environs. On va la retrouver, Claire, répétait-il comme un mantra, me serrant l'épaule lorsque je vacillais de fatigue. Amélie est forte. Elle tient de toi. Le troisième jour apporta une piste qui s'avéra être une fausse alerte. Une petite fille ressemblant à Amélie aperçue près de la gare du Nord, mais ce n'était pas elle. L'espoir, si fragile, se brisait un peu plus à chaque déception. Je vivais dans un brouillard de caféine et d'angoisse. Mon appartement, où je passais à peine pour me changer, s'était transformé en centre de coordination secondaire, envahi par des amis, des voisins, des collègues du lycée où j'enseignais le français. Ils répondaient aux appels, triaient les informations, préparaient des repas que je ne mangeais pas. Sophie, ma meilleure amie depuis le lycée Henri IV, ne me quittait plus. Elle dormait sur mon canapé, veillait à ce que je boive au moins, si je ne pouvais pas manger. Je reste avec toi jusqu'à ce qu'on la retrouve, avait-elle promis, ses yeux rougis reflétant ma propre douleur. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur avaient été placées en détention provisoire. Leur avocat plaidait l'intention pédagogique, sans malveillance, mais le juge était resté inflexible face à la gravité des faits. Je ne ressentais aucune satisfaction à les savoir enfermer seulement un vide immense où l'amour familial avait jadis existé. Le soir du troisième jour, un psychologue spécialisé dans les disparitions d'enfants, le docteur Mercier, me prit à part. « Madame Rousseau, nous devons envisager de vous préparer à plusieurs scénarios possibles. Je sais que c'est difficile, mais... » Non, le coupai-je. Je ne veux pas entendre ça. Ma fille est vivante. Je le saurais si, je le sentirais si. Ma voix se brisa, incapable de formuler l'impensable. Cette nuit-là, pour la première fois, je m'effondrai, terrassé par l'épuisement. On me conduisit à l'hôpital Beaujon où un médecin m'administra un sédatif léger, contre ma volonté mais sur l'insistance de Marc et du commissaire. Vous ne servirez à rien à Amélie si vous vous écroulez, m'avait dit ce dernier avec une douceur inattendue. Je me réveillai quelques heures plus tard, l'esprit momentanément vide, avant que la réalité ne me frappe à nouveau, encore plus cruelle après ce bref répit.
Marc était assis près de mon lit, le téléphone à l'oreille. Son expression me glaça le sang. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, me redressant d'un bond. « Et dis-moi. » Il raccrocha lentement. « Ils ont trouvé quelque chose, Claire. Pas Amélie, mais quelque chose qui pourrait être lié. Ils veulent que tu viennes identifier. » Je n'attendis pas la fin de sa phrase. Je m'habillai en hâte, les mains tremblantes, et 10 minutes plus tard, nous roulions vers le bois de Boulogne, là où les enquêteurs nous attendaient. Un périmètre de sécurité avait été établi près d'un sentier isolé. La lumière matinale filtrait à travers les arbres, créant une beauté paisible qui contrastait cruellement avec l'horreur de la situation. Le commissaire Lefort vint à notre rencontre, son visage fermé. « Nous avons trouvé ces objets dissimulés sous des feuilles, dit-il, me guidant vers une table où des preuves étaient disposées dans des sachets transparents. Nous avons besoin que vous confirmiez s'ils appartiennent à Amélie. » Le monde s'arrêta de tourner lorsque je vis le contenu du premier sachet, un petit sac à main rose avec un badge de licorne dessus, celui qu'Amélie portait le jour de sa disparition. Dans le deuxième sachet, soigneusement plié, sa robe jaune au tournesol. Et dans le troisième, ses sandales blanches à fleurs que je lui avais achetées pour son anniversaire. Je m'effondrai à genoux, un hurlement primitif s'échappant de ma gorge, déchirant le silence du bois. Marc me rattrapa, me serrant contre lui tandis que je me débattais, comme si le mouvement pouvait repousser cette réalité insupportable. « Où l'avez-vous trouvé ?» parvins-je à articuler entre deux sanglots. Le commissaire échangea un regard avec un collègue. « Nous ne l'avons pas trouvé, Madame Rousseau. Seulement ses affaires. » « Mais cela ne signifie pas. »« Ça signifie quoi alors ?» hurlai-je. « Pourquoi sa robe serait ici, pliée comme ça, si elle... » Je ne pouvais terminer ma phrase. L'implication était trop terrible. Une petite fille ne se déshabille pas dans un bois isolé, ne plie pas soigneusement ses vêtements. Quelqu'un l'avait fait. Quelqu'un l'avait prise. Les heures suivantes furent floues. Le bois fut quadrillé par des équipes cynophiles, des policiers, des gendarmes. Des plongeurs explorèrent même un petit lac à proximité. Chaque minute qui passait semblait emporter avec elle un peu plus d'espoir, laissant place à une certitude glacée qui s'insinuait dans mes veines malgré mes efforts pour la repousser. Le 4e jour s'acheva ainsi, dans ce bois devenu le centre d'une enquête qui n'était plus tout à fait la même. Je le voyais dans les regards, dans les chuchotements, dans la façon dont les journalistes parlaient maintenant d'Amélie au passé lors de leur reportage en direct. Je restais assise sur un banc près du périmètre, refusant de quitter les lieux, comme si ma présence pouvait d'une façon ou d'une autre la protéger, l'attirer vers moi. La nuit tombait sur Paris, indifférente à ma douleur, et j'avais l'impression que l'obscurité s'installait aussi dans mon âme, définitivement. La découverte des vêtements d'Amélie changea tout. Les recherches passèrent du statut de sauvetage à celui de récupération, un terme policier que je détestais instinctivement. Récupération. Comme si ma fille était un objet perdu qu'on espérait retrouver intact. L'enquête s'intensifia, prenant un tournant plus sombre. Des spécialistes des affaires criminelles arrivèrent de la brigade de protection des mineurs, des profileurs, des experts en médecine légale. Ils parlaient à voix basse entre eux, évitant mon regard. Personne ne voulait prononcer les mots que je refusais d'entendre. Mais je le voyais dans leurs yeux, ils ne croyaient plus qu'Amélie était vivante. Le juge d'instruction, une femme d'une 50aine d'années nommée Mathilde Deschamps, me convoqua dans son bureau au palais de justice. Avec une douceur qui me brisa presque autant que la brutalité, elle m'expliqua que l'enquête prenait désormais une direction criminelle. Nous cherchons un homme conduisant une camionnette blanche, possiblement vu dans le secteur du centre commercial et plus tard près du bois de Boulogne, dit-elle. Plusieurs témoins ont été entendus. Nous avons des images de vidéosurveillance, mais malheureusement de qualité insuffisante pour identifier le véhicule avec certitude. J'écoutais, comme détaché de mon propre corps. Et ma mère ? Ma sœur ? Elles sont responsables de tout ça.
Le juge acquiesça lentement. Elles seront poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui et abandon enfant. Les charges pourraient être aggravées selon l'évolution de la situation. Selon si on retrouvait Amélie vivante ou non. C'était ce qu'elle n'osait pas dire. Je flottais à travers les jours comme un fantôme, assistant à des veillées organisées par des voisins, des parents d'élèves, des inconnus touchés par notre histoire. La France entière semblait s'être mobilisée pour Amélie. Son visage souriant s'affichait partout dans les gares, les supermarchés, sur les écrans géants des grandes places parisiennes. Des bougies étaient allumées devant notre immeuble, des peluches et des fleurs déposées en un sanctuaire improvisé. Le psychologue qui m'accompagnait désormais quotidiennement, le docteur Mercier, m'expliquait que je traversais un état de choc post-traumatique. Votre cerveau vous protège en créant une distance émotionnelle, disait-il. C'est normal, c'est un mécanisme de survie. Mais je ne voulais pas survivre. Pas sans elle. Je voulais des réponses, et je voulais qu'on me rende ma fille. Les cauchemars me hantaient pendant mes rares heures de sommeil, des images d'Amélie appelant à l'aide, courant dans un labyrinthe sans fin, tendant ses petites mains vers moi sans que je puisse jamais l'atteindre. Je me réveillais en hurlant, trempée de sueur, Sophie ou Marc accourant pour me calmer. Une semaine après la disparition, je demandais à voir ma mère en détention. Je ne savais pas pourquoi exactement, peut-être espérais-je un éclair de remords, une explication qui donnerait un sens à l'insensé. La maison d'arrêt de Nanterre était un bâtiment gris et impersonnel. Ma mère m'attendait dans une petite salle aux murs défraîchis, l'air étrangement sereine dans sa tenue de détenue. Je m'assis face à elle, séparée par une table en métal. « Tu as maigri » fut sa première remarque. Je la fixai, incapable de comprendre comment elle pouvait rester si détachée. Ils ont trouvé ses vêtements dans le bois de Boulogne. Pliés. Sa robe. Ses chaussures. Ma mère pâlit légèrement, la première émotion véritable que je voyais chez elle depuis le début de ce cauchemar. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Et quelqu'un l'a prise, maman. Quelqu'un l'a trouvée, seule et terrifiée dans ce centre commercial, et l'a emmenée. Et maintenant ? Ma voix se brisa. Il ne pense pas qu'elle soit encore vivante. Ma mère ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, je crus y voir une lueur de culpabilité, vite remplacée par son habituelle froideur. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Elle devait simplement apprendre à se débrouiller, à demander de l'aide à un agent de sécurité, puis nous appeler. Elle avait 6 ans, hurlai-je, frappant la table du plat de la main. Le gardien à l'entrée fit un pas en avant, mais je lui fis signe que tout allait bien. Quelle partie de 6 ans ne comprends-tu pas ? Elle pouvait à peine lasser ses chaussures toute seule. Ta génération surprotège les enfants, répondit ma mère, mais sa voix manquait de la conviction habituelle. Je n'ai jamais voulu que... Que quoi ? Qu'elle soit enlevée ? Qu'elle soit... Je ne pouvais prononcer le mot. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et tu devras vivre avec ça, tout comme moi. Je me levai, incapable d'en supporter davantage. Au moment de partir, je me retournai une dernière fois. Tu sais ce qui est le plus terrible ? Même maintenant, je crois que tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait. Ma visite à Sylvie fut encore plus brève et tout aussi insatisfaisante. Elle pleurait, répétant qu'elle était désolée, que ce n'était pas son idée, qu'elle avait juste suivi les instructions de notre mère. Ses excuses sonnaient creuses, trop tardives pour signifier quoi que ce soit. En sortant de la prison, je ressentis un étrange vide. Je n'éprouvais ni la satisfaction de leur avoir fait face, ni le soulagement que j'avais espéré. Seulement la certitude que quelque chose d'irrémédiable s'était produit, non seulement la perte probable d'Amélie, mais aussi la rupture définitive de notre famille. Des liens qu'aucune excuse, aucun pardon ne pourrait jamais réparer.
Le commissaire Lefort m'appela ce soir-là pour m'informer qu'ils avaient identifié un suspect potentiel grâce au croisement de différentes informations, un homme condamné pour agression sexuelle il y a 10 ans, récemment sorti de prison, habitant à moins de 2 km du centre commercial. Sa camionnette blanche correspondait à celle vue par plusieurs témoins. Nous allons l'arrêter dans les prochaines heures, m'expliqua-t-il. Je voulais que vous soyez au courant. Je raccrochai, un mélange d'espoir et de terreur nouant mon estomac. Si cet homme avait Amélie, peut-être était-elle encore vivante? Ou peut-être allions-nous enfin savoir ce qui lui était arrivé, aussi horrible que cela puisse être. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. Assise dans la chambre d'Amélie, entourée de ses jouets, de ses dessins, de ses livres préférés Le Petit Prince, Babar, les 3 brigands j'attendais. L'aube se levait lorsque la sonnette retentit. Le commissaire Lefort se tenait sur le seuil, accompagné de l'inspectrice Benoît et du docteur Mercier. Leurs visages graves me dirent tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous l'avons arrêté, dit simplement Lefort. Il a parlé. Ils m'expliquèrent, avec des mots choisis avec soin, que l'homme avait avoué avoir trouvé Amélie en pleurs près d'une sortie du centre commercial. Il l'avait abordée, prétendant vouloir l'aider à retrouver sa famille. Puis il l'avait emmenée. Je n'écoutais pas les détails de ce qui s'était passé ensuite. Je ne pouvais pas. Mon cerveau refusait d'absorber ces informations, me protégeant encore une fois contre une vérité trop dévastatrice. Une seule chose importait, Amélie n'était plus là. Ma petite fille aux yeux rieurs, qui adorait les histoires de princesses et rêvait de devenir vétérinaire, avait disparu à jamais. À cause d'une leçon que ma propre mère avait jugé bon de lui donner. Je m'effondrais dans les bras de l'inspectrice Benoît, les hurlements déchirant ma gorge, exprimant une douleur si profonde qu'aucun mot ne pouvait la contenir. Le monde autour de moi cessait d'exister, remplacé par un abîme de souffrance où je tombais sans fin. Des mois plus tard, la vie continuait autour de moi, mais j'étais à jamais changé. L'homme qui avait pris Amélie, je ne pouvais me résoudre à prononcer son nom, avait été jugé et condamné à la perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ma mère et ma sœur avaient écopé de 5 ans de prison pour négligence criminelle ayant entraîné la mort d'un enfant. La justice avait suivi son cours, mais quelle importance? Rien ne me rendrait ma fille. J'assistais à des séances de thérapie avec le docteur Lemoine, une spécialiste du deuil traumatique. Je restais silencieuse la plupart du temps, incapable de trouver les mots pour la profondeur de ma douleur. Le silence aussi est une forme d'expression, disait-elle, patiente. Prenez votre temps, Claire. Mais le temps ne guérissait rien. Il passait simplement, indifférent, creusant un fossé toujours plus grand entre la femme que j'avais été et celle que j'étais devenue, une ombre, un fantôme hanté par l'absence. Je n'étais pas retournée enseigner au lycée Balzac. Comment aurais-je pu me tenir devant des adolescents, parler de Molière ou de Baudelaire, faire semblant que le monde avait encore un sens? Le proviseur avait été compréhensif, m'accordant un congé de longue durée. Mes collègues m'envoyaient des messages que je lisais sans répondre, incapable de supporter leur compassion qui me rappelait constamment mon malheur. J'avais quitté mon appartement de Courbevoie, trop plein de souvenirs. Sophie m'avait aidé à trouver un petit studio dans le 15e arrondissement, un endroit anonyme où personne ne me reconnaissait comme la mère de la petite Amélie. Les affaires d'Amélie avaient été soigneusement emballées et entreposées, je ne pouvais ni les garder près de moi, ni m'en séparer définitivement. Seule une chose restait avec moi, sa peluche préférée, un lapin gris qu'elle avait nommé Monsieur Câlin. Je le serrais contre moi chaque nuit, respirant son odeur qui s'estompait lentement, comme si une partie d'Amélie disparaissait un peu plus chaque jour. Marc était retourné à Marseille après les funérailles, une cérémonie minuscule, intime, où nous n'avions même pas de corps à enterrer, seulement des souvenirs et une petite urne contenant symboliquement une mèche de ses cheveux que j'avais conservée de sa dernière coupe. Il m'appelait régulièrement, mais nos conversations étaient brèves, douloureuses.
Nous étions liés par une souffrance trop grande pour être partagée. Un jour, environ 6 mois après la disparition d'Amélie, je reçus une lettre de ma mère depuis la prison. Je la fixai longtemps avant de l'ouvrir, me demandant ce qu'elle pouvait bien avoir à me dire qui importait encore. Sa lettre était longue, remplie de remords tardifs, d'explications sur sa propre enfance difficile, sur la façon dont elle avait été élevée à la dure et pensait sincèrement faire ce qui était juste pour Amélie. Elle écrivait qu'elle se réveillait chaque nuit en hurlant, poursuivie par le fantôme de sa petite fille. Elle implorait mon pardon, non pas pour elle-même, disait-elle, mais pour que je puisse trouver une forme de paix. Je déchirai la lettre en minuscules morceaux et les jetai par la fenêtre, regardant le vent les emporter comme des confettis tristes. Il n'y avait pas de pardon possible. Pas pour ça. Pourtant, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose changea en moi. Non pas une guérison, cette blessure ne guérirait jamais complètement, mais une évolution. La rage consumante qui m'avait habité commença à se transformer en quelque chose de différent, une détermination farouche que la mort d'Amélie ne soit pas totalement vaine. Ma première démarche fut de contacter l'association Enfants perdus, qui accompagnait les familles d'enfants disparus. J'y rencontrai d'autres parents brisés comme moi, certains depuis des années, d'autres depuis quelques semaines seulement. Leurs histoires ressemblaient à la mienne tout en étant uniques, chaque tragédie portant sa propre signature de douleur. Michelle, la fondatrice de l'association, une femme dont le fils avait disparu 20 ans plus tôt et n'avait jamais été retrouvé, me prit sous son aile. « Et tu ne t'en rendras pas compte tout de suite, me dit-elle, mais un jour, tu te réveilleras et ta première pensée ne sera pas la douleur. Ce sera peut-être un souvenir heureux d'Amélie, ou simplement la conscience que tu es toujours là, que tu respires encore. Ce jour-là sera le début de quelque chose de nouveau. » Je ne la crus pas, mais je continuai à venir aux réunions. D'abord en silence, puis, progressivement, en commençant à partager des fragments de mon histoire, des souvenirs d'Amélie, sa façon de rire en renversant la tête en arrière, sa manie de trier ses bonbons par couleur avant de les manger, son amour des escargots après la pluie. Un an jour pour jour après la disparition d'Amélie, je parlais pour la première fois dans une école primaire de la banlieue parisienne. Devant des parents attentifs et des enseignants concernés, je racontais notre histoire. Non pas pour susciter la pitié, mais pour que d'autres enfants soient protégés, pour que d'autres parents comprennent l'importance de la vigilance sans tomber dans la paranoïa. Et aimez vos enfants, protégez-les, mais apprenez-leur aussi à se protéger eux-mêmes, dis-je, la voix tremblante mais déterminée. Enseignez-leur qui sont les adultes de confiance, comment demander de l'aide, quand dire non. Ces leçons peuvent sauver des vies. Ce fut le début d'une nouvelle mission. Je ne redeviendrai jamais la Claire d'avant, mais je pouvais être une autre version de moi-même, une femme qui transformait sa douleur en action. Je travaillais désormais à temps partiel avec l'association, participant à l'élaboration de programmes éducatifs pour les écoles, les centres de loisirs, les colonies de vacances. J'avais aussi repris contact avec Sylvie, ma sœur. Non pas pour la pardonner, je n'en étais pas encore capable, mais pour comprendre. Lors de notre première rencontre après sa libération anticipée, nous restâmes longtemps assises en silence dans un petit café près de la Seine, les mots semblant inadéquats face à l'abîme qui nous séparait. « Je donnerais ma vie pour revenir en arrière », dit-elle finalement, les yeux rivés sur sa tasse de café intacte. Pas un jour ne passe sans que je pense à elle, à ce que j'ai fait, à ce que je n'ai pas fait. Moi aussi, répondis-je simplement. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. La chambre d'Amélie, que j'avais fait démonter et stocker, fut finalement recréée dans un nouvel appartement que j'achetai près du parc Montsouris. Non pas comme un sanctuaire morbide, mais comme un espace de mémoire vivante. J'y ajoutai de nouvelles choses qu'elle aurait aimé: un télescope, elle qui était fascinée par les étoiles, des livres qu'elle aurait eu l'âge de lire maintenant, un petit bureau où j'imaginais qu'elle aurait fait ses devoirs. Parfois, je m'asseyais dans sa petite chaise à bascule, serrant Monsieur Câlin contre moi,
respirant l'odeur de fraise de son shampoo qui n'existait plus que dans ma mémoire. Je lui parlais, lui racontant ma journée, les personnes que j'avais rencontrées, comment son histoire avait peut-être sauvé d'autres enfants. Je donnais désormais régulièrement des conférences sur la sécurité des enfants, témoignant lors de formations pour les professionnels de l'éducation, participant à des campagnes de sensibilisation. L'histoire d'Amélie, notre histoire, était devenue un puissant vecteur de changement. Des protocoles avaient été renforcés dans les lieux publics, des formations spécifiques mises en place pour le personnel des centres commerciaux, des parcs d'attractions. Je ne serais jamais guérie. L'absence d'Amélie était un trou béant que rien ne comblerait jamais. Mais j'avais appris à vivre avec cette blessure, à la porter avec moi comme une partie de qui j'étais désormais. Dans chaque enfant que mes actions contribuaient à protéger, je voyais un fragment du sourire d'Amélie. Dans chaque parent qui serrait son enfant un peu plus fort après m'avoir entendu, je trouvais une raison de continuer. Je parle toujours d'Amélie au présent. Pour moi, elle reste la lumière de ma vie, la force qui me pousse à me lever chaque matin, à affronter un monde qui a perdu de sa beauté mais pas de son importance. Elle n'est plus là physiquement, mais son esprit vit dans chaque mot que je prononce, dans chaque action que j'entreprends. Je suis toujours sa mère. Elle sera toujours ma fille. Et aussi longtemps que je vivrai, je continuerai à raconter son histoire, à protéger d'autres enfants en son nom, à faire en sorte que sa courte vie ait un sens qui dépasse sa fin tragique. C'est la seule façon que j'ai trouvé de continuer à l'aimer, à travers le temps et l'absence, à travers la douleur qui ne s'éteindra jamais complètement mais qui, peut-être, peut éclairer le chemin des autres.